Voilà, merci pour cette introduction, merci beaucoup pour l'invitation surtout. Et puis, alors elle m'a présenté comme une spécialiste des politiques énergétiques. En fait, c'est complètement faux. Donc, vous allez voir une espèce de hold-up en live aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je découvre un peu plus récemment. Et mon cœur de métier, c'est vraiment l'aménagement du territoire et l'environnement. Mais évidemment qu'en travaillant sur la durabilité, on est très vite confronté à ces questions de transition énergétique, mais bon, je n'ai pas le même background sur ces éléments-là. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'aborder ces questions-là maintenant sous l'angle du fédéralisme. Alors, je vais essayer de vous dire des choses que j'espère relativement intelligentes par rapport à cet enjeu. Alors, je vais procéder de la manière suivante. Je vais quand même essayer de développer 2-3 éléments de contexte de ces enjeux de transition énergétique ou de ces politiques de transition énergétique en vous signalant à quel point cette transition énergétique, c'est un problème effectivement épineux, difficile, complexe. Les anglo-saxons ont un terme qui s'appelle wicked problem. Dans certains cas, ceux qui sont plus directs, ils parlent de messy problem. Un messy, c'est merdique. Pour les gens qui sont en charge de l'action publique, évidemment, que ce soit le législateur, le gouvernement ou l'administration, ou pour les groupes cibles des politiques d'énergie, c'est vrai qu'on est face à des problèmes très, très complexes. Donc, wicked problem. Et puis, en même temps, un autre élément qui sera développé, c'est le fait qu'on se trouve aujourd'hui, depuis une vingtaine, trentaine d'années, dans un paradigme d'action publique, je dirais de manière très générale en Suisse et dans la plupart des pays occidentaux, que moi je qualifierais de gouvernement à distance ou de gouvernement par les subventions. Et donc, il faut avoir en tête ces deux dimensions-là pour comprendre finalement la complexité de cette transition énergétique. Et on doit ajouter cet enjeu du fédéralisme à ces deux dimensions de contexte. Et puis, alors, je vais faire un exercice où je vais essayer de regarder comment on a conçu et mis en œuvre la politique éolienne en Suisse. En essayant de relire cette histoire rapidement, que je vais rapidement essayer de présenter, sous l'angle des enjeux du fédéralisme. En posant la question finalement, mais le fédéralisme, dans quelle mesure il est un instrument, un outil ou une structure institutionnelle qui permet de faciliter ou pas la mise en œuvre de ces politiques d'énergie renouvelable. Donc le cas de l'éolien dans un premier temps, et puis j'aborderai le cas du soutien à l'énergie solaire dans un deuxième temps, et puis je vais essayer de montrer qu'effectivement il y a quand même dans ces deux cas passablement de problèmes de conception, de design des politiques publiques et de mise en œuvre de ces politiques publiques. Et donc je vais faire quelques propositions assez prospective, on va dire, pour essayer de réfléchir à des possibilités d'une meilleure coordination sous les 3 angles qui ont été mentionnés par Laure, que je vais traiter, l'intersectoriel, le transterritorial et le multiniveau. Vous allez comprendre pourquoi je focalise sur ces trois aspects. Voilà, donc vous allez voir que j'ai un discours peut-être un peu old school, puisque je vais arriver avec on va dire, des manières de revisiter la conception assez centralisatrice et étatiste des politiques publiques. Mais il me semble, après avoir entendu notamment le directeur des SUG, mais aussi d'autres interventions dans le passé et l'expérience qu'on a fait aussi avec la période Covid, que finalement le retour de l'État est bien là et que finalement peut-être que mon discours ne sera pas aussi décalé que ça. Voilà, alors, le premier pas, si vous voulez, que je vous propose de franchir, c'est de vous montrer ou de vous rappeler à quel point, finalement, la transition énergétique renvoie à des enjeux de coordination à la fois intersectorielle, à la fois transterritoriale et entre les niveaux institutionnels. Donc il y a un triple enjeu, si vous voulez, de coordination que le fédéralisme doit aider à gérer. Intersectoriel, ça veut dire quoi? La transition énergétique, elle montre que finalement, si on l'observe, que les politiques énergétiques sont souvent aussi en confrontation, en tension ou en coordination, en collaboration, ça c'est plus rare, avec d'autres politiques sectorielles. L'urbanisme, la construction, le logement, avec là comme exemple le fait qu'il y a parfois des tensions entre les normes énergétiques, l'introduction des normes énergétiques dans
dans le secteur de la construction, dans la planification de l'urbanisme ou dans la politique du logement. Autre illustration, les enjeux d'accessibilité sociale des logements dans les écoquartiers. On voit que là, il y a une tension entre les objectifs de la politique énergétique d'un côté, puis d'autres politiques publiques dont les objectifs peuvent être partiellement contredits par les objectifs de la politique énergétique. Même chose sur énergie et mobilité, transport. Il y a des énormes défis sur l'électrification de la mobilité. On ne sait pas si tout le monde aura accès à une voiture électrique plus tard. Probablement que là, il y a des enjeux sociaux, économiques, territoriaux importants qui vont résulter de ce processus d'électrification de la mobilité. Énergie et patrimoine bâti et patrimoine naturel. Là, on a aussi les exemples de conflits potentiels ou avérés entre la programmation de l'isolation des bâtiments et puis la protection du patrimoine. La pose de panneaux solaires sur le patrimoine bâti culturel, le développement des parcs solaires alpins et les impacts naturels, écologiques, biodiversité, paysagers de ces parcs prévus, et des résultats assez probants, enfin, qu'on peut observer, assez manifestes aujourd'hui au Parlement à l'occasion de la révision de la loi fédérale sur l'énergie, où on a des projets quand même d'affaiblissement des acquis des politiques environnementales, puisqu'on parle actuellement d'un affaiblissement du droit de recours des organisations de protection de la nature et de l'environnement, de la suspension possible temporaire, mais on ne dit pas sur quelle durée, des débits résiduels en aval des barrages hydroélectriques, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a des gros enjeux de coordination intersectorielle. On pourrait faire encore l'exercice avec plein d'autres politiques publiques. Je ne vais pas prendre trop de temps. Le climat, dernier élément, interdiction des chauffages électriques. Sous l'angle de la politique énergétique, c'est évidemment très cohérent, mais est-ce que ça ne se reporte pas ensuite sur le gaz? Si maintenant les gens qui quittent l'électricité se reportent sur le gaz plutôt que sur la pompe à chaleur, on risque d'avoir des effets pervers, si vous voulez, pour ce qui concerne la politique climatique. Ça, c'est un des gros enjeux que le fédéralisme doit essayer de résoudre, et que l'action publique doit essayer de résoudre, la coordination intersectorielle aux différents échelons territoriaux. Deuxième enjeu, la coordination transterritoriale. La transition énergétique implique une planification de certaines infrastructures qui sont souvent transterritoriales. On vient d'avoir l'illustration avec la question de la gestion de l'eau à Genève. Je veux dire, effectivement, l'espace fonctionnel du bassin versant, il est largement au-delà des limites du territoire institutionnel cantonal. L'électricité est une énergie mobile. Il faut des réseaux électriques qui sont transterritoriaux. Les effets des barrages hydroélectriques ne s'arrêtent pas à la limite du canton, contrairement à ce que certaines autorités cantonales pensent. Il y a un caractère souvent transterritorial des impacts environnementaux et paysagers. Les conflits entre communes par rapport à l'implantation des éoliennes n'en est qu'une illustration parmi d'autres. Et puis, une troisième série d'enjeux, c'est la coordination entre les niveaux institutionnels. Il y a de plus en plus de conflits de compétences qui émergent entre la Confédération et les cantons pour ce qui concerne la planification énergétique. Je vais donner des exemples plus tard. Là, à mon avis, les compétences ne sont pas tout à fait bien établies. Deuxièmement, il y a des conflits entre les cantons et les communes concernant, par exemple, les redevances hydroélectriques. Dans le cadre des renouvellements des concessions Valais, le débat commence à devenir de plus en plus chaud dans certains cas. Et puis, la hiérarchie des usages nationaux versus cantonaux des infrastructures hydroélectriques. Si vous allez lire la loi fédérale sur les forces hydrauliques, l'objectif de la loi, c'est que finalement, on exploite le mieux possible la force hydraulique pour garantir l'approvisionnement énergétique du pays. Si vous allez lire la loi cantonale sur les forces hydrauliques valaisannes, une toute nouvelle, le premier objectif, c'est que le canton redevienne souverain sur ses barrages. Ce n'est pas vraiment ses barrages, ce n'est pas vraiment lui qui les a payés, mais en tout cas sur ses forces hydrauliques. Deuxièmement, qu'il utilise cette loi pour dans une perspective de rééquilibrage du développement territorial, rééquilibrer les inégalités de revenus entre les communes concédantes et les communes non concédantes. Et puis, troisième objectif uniquement au final, c'est de contribuer éventuellement à la garantie de l'approvisionnement énergétique, non pas seulement du canton, mais aussi éventuellement du reste de la Suisse. Donc là, on voit qu'il y a
effectivement un enjeu, si vous voulez, entre les niveaux institutionnels. Tout n'est pas absolument clair, y compris dans notre magnifique architecture juridique. Alors, comme politologue, on a développé avec un certain nombre de collègues il y a une dizaine d'années une représentation finalement conceptuelle de cette chose-là. On se dit si maintenant un régime de politique publique voulait être capable, donc un système, dans un contexte fédéral, de gérer ces trois tensions, enfin, c'est la tension entre ces trois dimensions, à la fois l'intersectorielle, c'est ici, territorial et le multilevel, ça nous fait un cube. Et donc l'objectif d'une bonne design de politique publique par rapport à la transition énergétique, mais on pourrait faire ça pour n'importe quel autre secteur, ce serait de se retrouver tout en haut à droite, où on arrive à tenir ensemble à la fois la coordination intersectorielle, la coordination transterritoriale et une bonne articulation entre les compétences, entre les différents niveaux institutionnels. Ce cube-là, il permet finalement de tester la manière avec laquelle le design d'un régime de politique publique qui veut piloter un processus, par exemple la transition énergétique, pour essayer de faire l'exercice de le positionner dans ce cube. Donc c'est un peu en mobilisant cette représentation schématique un peu technique que j'ai conçu finalement la suite de l'exposé, avec une tentative de répondre à la question quelle est la capacité du fédéralisme d'exécution helvétique à coordonner de manière simultanée ces trois dimensions de l'action publique. Il y a évidemment des gros enjeux si on observe les stratégies de coordination. On arrive de mieux en mieux à coordonner intersectoriellement, mais à un seul niveau institutionnel. Voilà, à l'échelle d'une commune, on se coordonne intersectoriellement. On est dans un canton, quand le canton fonctionne bien, on peut se coordonner intersectoriellement. Mais généralement, c'est à un seul niveau territorial qu'on arrive à le faire. Et donc l'enjeu, ce serait d'arriver à se coordonner intersectoriellement, en se coordonnant entre les cantons, et en même temps avec la Confédération. On arrive souvent à bien coordonner verticalement entre la Confédération et les cantons, mais dans un seul secteur. Ou sur une seule politique publique, ou sur un seul corpus juridique, si vous voulez. Donc l'enjeu, si vous voulez, là, de passer de cette double dimensionnalité à une triple dimensionnalité, il est vraiment extrêmement important. Et moi, je pense que les capacités du fédéralisme d'exécution helvétique actuellement ne sont pas optimales par rapport à cet enjeu-là, mais on va voir qu'il y a peut-être des pistes pour y arriver. Alors, il y a un deuxième élément de contexte qu'il faut aussi ajouter, c'est ce gouvernement à distance ou cet État incitateur, ce gouvernement par les subventions. C'est un deuxième paramètre qu'il faut intégrer dans le questionnement sur la capacité du fédéralisme suisse. Donc, depuis, je dirais, une trentaine d'années, on a changé un peu la manière de faire des politiques publiques. Les grands projets de planification des années 60-70, ils sont devenus obsolètes. Aujourd'hui, on est dans une logique beaucoup plus d'incitation, de passer par des instruments d'incitation économique plutôt que des instruments réglementaires. Il y a cette idée de la mise en concurrence des porteurs de projets comme principe central d'allocation des subventions publiques. On va mettre en concurrence des porteurs de projets, territorialisés d'ailleurs. Et puis, donc, on est dans des logiques de projet, on n'est plus dans des logiques de planification, on est dans des logiques de projet, on raisonne par projet. Donc, on est dans une logique qu'on appelle en sciences politiques bottom-up, du bas vers le haut, et non plus dans une logique de planification qui serait top-down, du haut vers le bas. Et on a beaucoup de politiques publiques ou de domaines d'intervention de l'action publique qui sont organisés comme ça aujourd'hui. La politique des agglomérations, c'est ça. Tous les 5 ans, il y a le branle-bas de combat dans les cantons et dans les municipalités des grandes agglomérations suisses pour développer le prochain projet d'agglomération pour aller chercher le financement fédéral pour financer des infrastructures de mobilité dans l'agglo. La nouvelle politique régionale fonctionne aussi sous ce même modèle. La politique des parcs naturels fonctionne aussi sur ce modèle-là. Dans la politique agricole, vous avez aussi des logiques de mise en concurrence des porteurs de projets. Et puis, dans l'énergie, c'est exactement ce paradigme-là qui domine, on va dire aujourd'hui, le pilotage de la transition énergétique. Il y a l'instrument de la rétribution à l'injection, ou à prix coûtant, ça s'appelait à l'époque, aujourd'hui c'est rétribution à l'injection.
qu'on utilise pour, que la Confédération utilise pour soutenir des projets de développement des éoliennes, de la petite hydraulique, de la géothermie, de la biomasse ou bien du solaire. On a ensuite des subventions pour l'assainissement des bâtiments, pour l'isolation notamment, ou les installations photovoltaïques. Alors, quels sont les effets qu'on peut observer, les effets, on va dire, problématiques? Il y a des effets positifs très clairs. Mon biais, mon tropisme critique fait que je ne les ai évidemment pas mis. Mais il y a des effets négatifs ou problématiques, de mon point de vue, mais qu'on peut empiriquement observer, hein, qui sont quand même assez importants à mon avis. C'est le phénomène de créer une course à la subvention. L'aspect positif serait de dire, oui, on crée de l'émulation. Mais l'émulation, c'est bien un moment. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est vraiment dans une course à la subvention, avec une drôle de logique d'allocation des ressources publiques, qui est une vieille règle que généralement on n'utilise plus aujourd'hui, parce que ça a été quand même suffisamment critiqué. Premier arrivé, premier servi. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on alloue les subventions. Premier arrivé, premier servi. Et donc, ça mène à l'émergence spontanée de projets très hétérogènes, plus ou moins pertinents, dont les logiques de localisation sont relativement aléatoires et parfois carrément problématiques. Alors, j'aime bien toujours citer le projet public de parc éolien dans un inventaire fédéral dans le Jura vaudois. Voilà. Évidemment, on finit au tribunal fédéral avec ça. Il n'y a aucune surprise. Donc ça, c'est un élément, si vous voulez, dont il faut tenir compte aussi dans cette discussion. Ah, mais c'est moi qui pose sur le mauvais bouton. J'avais encore pas critiqué la technique. Alors, mon deuxième point, c'est de dire, regardez, le programme éolien de la Confédération, à mon avis, il illustre ce problème-là assez bien. Et je propose de conceptualiser, finalement, d'évaluer finalement ce programme comme un mécanisme conflictogène. Alors, nous, on a fait un projet de recherche de 4 ans, financé par le FNS, où on allait regarder, finalement, comment on a essayé de reconstituer l'historique, si vous voulez, des parcs éoliens en Suisse, dont le directeur des SIG nous a rappelé qu'il y avait 40 éoliennes en Suisse, et puis qu'il y en a 1400 en Autriche. Pourquoi il n'y en a que 40 en Suisse? La réponse est là, à mon avis. Qu'est-ce qui s'est passé? La Confédération arrive, elle dit, moi, je mets en place 2 instruments d'incitation économique. Je mets en place un système de subvention pour aider les promoteurs des projets à développer leurs projets. Et deuxièmement, je garantis le rachat de l'énergie à un prix qui correspond au prix réel de production. Donc, si le prix du marché est plus bas, la Confédération compense. Et donc, comme ça, le producteur d'énergie renouvelable ne prend pas de risque économique lié à la fluctuation des prix sur le marché. Mais ce premier instrument fédéral, qui date des débuts des années 2000, on avait même déjà des premiers projets de parcs dans les années 90, il est fait en l'absence complète de coordination avec les cantons, et les cantons voient émerger une multitude de projets portés ici par un syndic, là-bas par un architecte privé, troisièmement par une entreprise d'énergie cantonale, etc., qui arrivent avec des centaines de projets d'éoliennes n'importe où. Et les cantons, là on a pris beaucoup l'exemple du canton de Vaud, mais ça concerne surtout Vaud, Neuchâtel, Berne, qui sont, parce que c'est cette partie-là de la Suisse dans laquelle les vents sont les plus favorables et les projets se sont multipliés. Donc on a une émergence bottom-up des projets selon des logiques aléatoires et parfois incohérentes, et les cantons n'ont pas d'outils de planification. Ils n'ont pas de critères, ils ne savent pas comment on dit oui ou non à un projet. Parce que c'est une demande de permis de construire. On prend quoi comme critère? On n'a pas d'instrument, il n'y a pas de zonage, zone éolienne, ça n'existe pas dans les plans d'affectation des communes ou dans les plans directeurs des cantons. Ça n'existe pas à l'époque. Et donc on a une première conflictualisation, une opposition de recours des riverains,
C'est des petites associations qui ont été vraiment très négligées. C'est le phénomène NIMBY, qu'on appelle NIMBY, Not in my backyard, pas dans mon jardin. Je suis tout à fait d'accord avec les éoliennes, mais pas chez moi. Vous allez les mettre ailleurs. D'accord ? C'est un premier niveau de conflictualisation qui est généré par le système de la gouvernance, par les subventions. D'accord ? Alors, les cantons doivent, les communes, puis ensuite les cantons, doivent opérer en urgence une première clarification juridique. Ils vont chercher, ils vont élaborer un régime d'autorisation pour les éoliennes. Et où est-ce qu'ils vont chercher ? Dans l'aménagement du territoire. C'est à peu près les seuls outils de planification qu'on ait en Suisse. Et donc, il faut inventer quelque part des outils de planification pour les éoliennes. Et puis, il y a une décision ensuite fédérale qui dit, bon, ben alors, pour clarifier aussi les choses, pour savoir si une éolienne, on peut la mettre à tel endroit ou pas à tel endroit, il faut quand même évaluer son impact environnemental pour savoir si elle respecte le droit de l'environnement, pas seulement le droit de l'aménagement du territoire. Et donc, on va soumettre les éoliennes au régime de l'étude d'impact sur l'environnement. C'est une décision assez cohérente. Sauf que, quel est le résultat de cette décision ? Une intensification des recours suite à l'entrée en scène des ONG environnementales. Quand vous soumettez une infrastructure à une étude d'impact, vous ouvrez la voie du droit de recours aux organisations environnementales. Voie qui n'existait pas avant, avec les riverains qui faisaient le recours. Donc vous avez un changement d'échelle, quelque part, de l'opposition, et vous avez des coalitions qui se créent, des coalitions advocatives locales qui se créent entre les ONG environnementales et les anciens NIMBY, qui se professionnalisent, qui se fédèrent, et puis vous avez des associations transcantonales, Procrète par exemple, qui vient et qui acquiert des compétences politiques, juridiques, économiques pour, en collaboration avec les ONG environnementales qui viennent les aider à se former, comme les soldats ukrainiens vont se former aux États-Unis, et qui deviennent des acteurs beaucoup plus puissants. Donc on a un durcissement des coalitions pro- et anti-éoliens, et on a donc une deuxième conflictualisation, un deuxième niveau de conflictualisation, et là c'est la judiciarisation d'eux, c'est-à-dire que là on a carrément les ONG environnementales et les NIMBY, les associations de riverains, qui vont bloquer, de faire un blocage généralisé des projets. Tous les projets éoliens sur l'arc jurassien sont devant les tribunaux. Tous. D'accord ? Transfert de la charge de la solution du gouvernement et du Parlement à l'administration et aux tribunaux. Le législateur, lui, il ne fait pas grand-chose. Hein. Par contre, l'administration, elle doit se dépêtrer avec ça. Le service de l'énergie, le service de l'aménagement du territoire, les communes, et puis les tribunaux, les juges, qui doivent, à un moment donné, prendre des décisions. Et on peut dire quelque part que les tribunaux sont en train, en tout cas une des dernières décisions du tribunal fédéral par rapport au projet éolien de Sainte-Croix, qui a été autorisé il y a une année, dans le début en 1997. Donc, je pense qu'en Autriche, il n'y avait encore aucune éolienne là, mais maintenant il y en a 1400, tandis que nous, on va arriver avec 4 ou 5 éoliennes à Sainte-Croix qui sont en train d'être construites. Mais le projet, il date d'il y a 25 ans. C'est le tribunal fédéral qui a sauvé ce projet. Donc, quelque part, aujourd'hui, on est en train d'assister au fait que c'est les tribunaux qui, peut-être, vont éventuellement sauver cette politique publique. En tout cas, c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Maintenant, il y a une troisième étape de conflictualisation, c'est la révision de la loi fédérale sur l'énergie. La réaction en face des promoteurs, c'est de dire, mais maintenant, il faut changer la loi. On en a marre de ces oppositions systématiques avec le droit de recours. D'accord ? Donc, on va réduire la capacité d'opposition, et donc réduire l'ampleur de la possibilité des ONG environnementales à faire recours. Elles peuvent faire recours qu'à un seul moment de la procédure. Elles ne peuvent plus faire recours à plusieurs endroits. Et donc, on va réduire ce droit de recours. Et c'est ce qui est aujourd'hui en discussion au Parlement, donc la redéfinition de ce droit de recours, aussi la redéfinition du terme de la pesée des intérêts. On dit qu'aujourd'hui, l'énergie est un intérêt national, comme la protection de la nature et de l'environnement, mais primordial. C'est-à-dire qu'il prime sur les autres. Et donc, de la pesée des intérêts, dès qu'il y a un trade-off entre de l'environnement ou de l'énergie, théoriquement, l'énergie devrait passer avant, parce que c'est
un intérêt public prépondérant, mais primordial. Bon, ce n'est pas encore acté, parce que probablement qu'on ouvre la piste au référendum contre cette loi. Si maintenant il n'y a pas de négociation suffisamment convaincante pour les opposants, et notamment les ONG environnementales, on peut tabler, comme c'est le cas en Valais le 10 septembre, sur un référendum contre une décision qui va en direction des énergies renouvelables. Donc la conséquence, c'est une perte de temps et d'argent, une perte de confiance et de consensus entre les acteurs des politiques énergétiques et environnementales, difficulté de mise en œuvre de la transition énergétique et puis prolongation du régime thermique. Parce que tant qu'on n'a pas notre énergie renouvelable qui est en suffisance, bah, on continue de dépendre du gaz russe ou du pétrole américain ou saoudien. Éolien, donc si je fais la relecture en termes d'enjeux de coordination verticale, intersectorielle et transterritoriale, c'est mes 3 dimensions, rappelez-vous. On a une conception éolienne fédérale, on a des subventionnements fédéraux sur le mode du gouvernement par les subventions, on a des planifications cantonales assez plus ou moins développées selon les cantons. Certains cantons ont bien progressé dans cette planification, mais avec toutes les difficultés que j'ai mentionnées avant. Avant, c'était une planification négative, on disait d'amplification, où est-ce qu'il ne faut pas construire des éoliennes, par exemple. Et puis maintenant, on dit où est-ce qu'il faut construire. Les seuls endroits où c'est permis. D'accord ? Donc ça devient quand même un peu plus directif, on va dire. Et puis des programmes de subventionnement complémentaires. Il y a à la fois des subventions fédérales et puis les cantons aussi développent eux-mêmes leur système de subvention. Alors le problème, c'est une mise en concurrence des territoires cantonaux. Chaque canton veut avoir la manne fédérale, comme dans la politique des agglos. On a un risque de surenchère, une course à l'échalote, on dirait, en sciences politiques, la difficulté à développer des projets transterritoriaux aussi. On met en concurrence les territoires, il ne faut pas oublier. Donc, si maintenant, moi, je veux la manne, j'essaye de la garder dans mon territoire. Je ne vais pas forcément coopérer avec un autre territoire à côté de moi, que ce soit une autre commune ou que ce soit un autre canton. Une faible capacité de territorialisation des projets d'infrastructure. Je dépends de la volonté des autorités locales ou d'un porteur de projet local. S'il veut mettre ses éoliennes là et pas là-bas, bah, il développe son projet ici. Et je ne peux pas, en tant qu'autorité publique, dire non, vous devez le déplacer là-bas. D'accord ? Une faible coordination entre les conceptions et subventions fédérales et la planification cantonale. Et puis un faible contrôle de l'efficience de l'allocation des subventions. Ça, c'est aussi, à mon avis, un énorme trou noir de toute cette politique publique. Moi, je n'ai jamais vu une seule évaluation de l'efficience de ces subventions. Est-ce que l'argent qui est dépensé pour financer ces projets, en termes de kilowattheures supplémentaires, additionnels, quel est le ratio, quoi ? Ce calcul économique, d'efficience, on va dire, de l'instrument économique, et à ma connaissance, pas fait. Oui. Oui, je sais. Alors, le solaire, je fais 1 minute pour dire que c'est la même chose. Tendanciellement, c'est la même chose. Tendanciellement, c'est la même chose. Et donc, on risque de rejouer les mauvaises expériences de l'éolien. Avec les parcs solaires alpins, on risque de rejouer les mêmes mauvaises expériences qu'avec l'éolien. Peut-être de manière moins virulente, parce que des panneaux solaires sur les villes ou dans les... Ça c'est acceptable. Dans la montagne, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et puis là où il y a, à mon avis, un déficit de planification massif, bah, c'est qu'il n'y a pas de priorisation. Il n'y a aucune priorisation actuellement. Donc, on va mettre des parcs alpins solaires avant d'avoir exploité les surfaces plates des bâtiments déjà construits et les surfaces déjà urbanisées. J'ai mon bureau au dernier étage de l'Institut. Je vois très bien le magnifique toit de l'IDEAP. Il y a de l'herbe. Il n'y a pas de panneaux solaires. Voilà. Alors, l'Université de Lausanne dit qu'elle a couvert quasiment tous ces bâtiments. Peut-être l'IDEAP sont les derniers. Hein. Ça, c'est Martial qui pourra le dire. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne démords pas parce que je peux observer ça. C'est comme ça. Alors, pistes de coordination, des pistes de coordination. J'ai encore combien de temps ? 5 minutes ? Ouais. Pistes de coordination, le retour de l'État, mais l'État central. Plan sectoriel fédéral.
Alors, mon prédécesseur a dit oui, la Confédération a beaucoup d'instruments dans sa besace, il est très puissant dans la politique énergétique. Alors oui, certainement, mais à mon avis, il faut quand même nuancer la chose et pondérer un petit peu la chose parce qu'on n'a pas de plan sectoriel de l'éolien. On aurait pu imaginer avoir un plan sectoriel de l'éolien. En gros, plan sectoriel, c'est la Confédération qui dit où est-ce qu'on va mettre les éoliennes. Et puis quand elle a décidé, ben on fait, c'est tout. C'est comme les places d'armes, c'est comme les lignes à haute tension, c'est comme les déchets nucléaires. Ça va être fait. Hein. On a mis 50 ans avant d'utiliser le plan sectoriel. Maintenant, on a utilisé le plan sectoriel et ça marche. Donc on aurait une définition fédérale du nombre, de la nature, la localisation des infrastructures, en principe un renforcement de la coordination verticale et transterritoriale et intersectorielle. Tout ça devrait être coordonné en amont. Une garantie de l'accès au territoire et la réduction importante des voies de recours des propriétaires et des riverains. C'est ce qu'on souhaite faire dans la révision de la loi sur l'énergie, mais on a un instrument qui permettrait parfaitement de le faire. Le seul problème, c'est que la planification énergétique, c'est une compétence cantonale et pas une compétence fédérale. Donc, selon ma lecture de la Constitution, mais peut-être qu'il y a des juristes qui préciseront les choses, l'article 89 ne permet pas à la Confédération de planifier territorialement le solaire et l'éolien. C'est pour ça qu'on a seulement une conception fédérale de l'éolien, ça il y en a bien une, mais qui est un truc schéma directeur très vague, mais on n'a pas une planification sectorielle. Voilà, et donc, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, ce sera un risque de perception du diktat fédéral et de résistance des autorités et des populations locales. Mais quand on voit l'histoire de l'éolien et que les choses qui se profilent sur le solaire, cette résistance du local, elle existe déjà. Donc, à mon avis, le risque n'est pas aussi important. Deuxième piste de coordination, alors on peut se mettre au niveau des cantons puis dire on va faire un plan d'action. Un vrai plan d'action avec une priorisation spatiale, territoriale, éventuellement temporelle, du photovoltaïque, de l'isolation du bâtiment ou du solaire. Où on mettrait en place des critères contraignants de priorisation d'allocation des aides financières. Ce n'est pas premier arrivé, premier servi. C'est en fonction de la localisation. Il faut une répartition aussi équitable que possible sur le territoire, en fonction du type de bâtiment. Est-ce qu'il s'y prête ou pas pour ce qu'il s'agit de l'isolation ou du solaire? Ça ne sert à rien d'aller isoler le château de Chillon, il n'y a personne qui habite dedans. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'ils veulent faire, mais il y a des moments où il faut réfléchir sur est-ce que une passoire thermique, c'est grave si c'est une passoire thermique ou pas. Ça dépend de l'usage qu'on fait du bâtiment. D'accord ? Le type de projet, les enjeux, la difficulté technique et le potentiel de valeur ajoutée énergétique, les types d'usages actuels ou envisagés à l'avenir de ce bâtiment, puis les critères de l'efficience de la subvention. Une fois de plus, puissance additionnelle produite divisée par le montant de la subvention ou économie d'énergie atteinte par rapport au montant des subventions. Alors, il y a certainement beaucoup d'administrations publiques qui sont en train de raisonner dans ces termes, qui développent ces projets, mais pour l'instant, je peux vous dire que moi, je n'ai pas vu encore de document dans lequel on aurait ces principes de priorisation qui feraient force de loi dans l'allocation des subventions, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau cantonal. Si je me trompe et puis qu'il y a des exceptions cantonales ou même peut-être municipales, je suis le premier à être heureux, mais pour l'instant, j'en ai pas vu, quoi. Et puis, dernier élément, le ratio entre plus-value énergétique et impacts patrimoniaux et environnementaux. Ça concerne les parcs solaires alpins. Est-ce que vraiment ça vaut la peine d'aller sacrifier cette biodiversité-là? Je ne parle même pas du paysage, mais aussi la biodiversité, par rapport à ce qu'on va gagner en termes d'énergie. Si la réponse, le ratio, il est élevé et ça vaut la peine, à ce moment-là, faisons-le. Mais il faut nous démontrer la chose. D'accord ? Et comme on veut simplifier les études d'impact et puis qu'on veut réduire le droit de recours, la garantie qu'on puisse faire ce calcul du ratio de manière sérieuse, elle s'évanouit, ou en tout cas, elle disparaît. Et puis, dernière piste, coordination, afin d'éviter des risques de conflictualisation et de judiciarisation, dans l'élaboration de ces plans d'action, il faudrait que ces plans d'action soient plans sectoriels, la même chose, il faudrait qu'ils soient concertés entre toutes les parties intéressées, négociés politiquement sous l'égide du ministre en charge de l'énergie. Puis moi, j'irais même plus loin, je dirais non, ce n'est pas seulement l'énergie, ou peut-être pas le ministre de l'énergie, il faut le ministre de l'aménagement du territoire. C'est un enjeu transversal. Il faut que l'aménagement du territoire soit à la manœuvre là derrière.
et puis qui prévoit des compensations en cas d'externalité négative pour les riverains et le patrimoine. D'accord ? Et puis éventuellement démocratiquement validé ensuite par les parlements et éventuellement la population. Les plans d'action sont rarement validés par les autorités publiques, au sens où je l'ai défini là, plan d'action. Il y a le plan d'action des infrastructures ferroviaires, oui, il passe au Parlement, mais tous les plans d'action que les cantons développent, que les administrations cantonales développent, il n'y en a quasiment aucune qui est décidée démocratiquement. Et donc l'instrument, et j'invente rien du tout, j'ai juste observé les événements ces 2 dernières années, c'est l'instrument des tables rondes, qu'a initié par exemple Madame Sommaruga, mais qui existe aussi peut-être dans d'autres domaines. Là, j'ai pris le modèle de l'énergie, les tables rondes sur l'énergie hydraulique, qui rassemble les différents services de l'État concernés, énergie, patrimoine, aménagement, les entreprises énergétiques, les communes, les associations intercommunales, les institutions d'agglomération, les propriétaires, les voisins, les associations de protection du patrimoine, les SI, les gestionnaires de réseau. Vous allez me dire, c'est une table ronde qui va faire 3 km de long. Oui, peut-être, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une mise en discussion sur la légitimité de ces projets, si on veut éviter toute la conflictualisation qui va suivre. Parce que, rappelez-vous, on a mis 25 ans pour Sainte-Croix. Donc, peut-être on gagne quand même un peu de temps, même s'il y a beaucoup de gens autour de la table. Et voilà, conclusion, t'es rassuré. Transition énergétique comme wicked problem, ça comprend des enjeux de coordination à 3 niveaux. Le fédéralisme suisse et ses politiques publiques en charge d'assurer cette transition doivent tenir ensemble ces forces centrifuges. Moi, j'appelle ça des lignes de fuite. Si vous allez dans l'intersectoriel, vous ne faites pas du multilevel. Si vous allez dans le multilevel, vous n'allez pas faire du transterritorial. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que, dans le fédéralisme, on tienne ces trois forces centrifuges ? À mon avis, il faut clarifier et coordonner les tâches et les compétences de planification entre confédération, cantons et communes. Alors, il y a déjà je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais probablement qu'il faut remettre vraiment la discussion de manière claire sur le tapis. Centraliser lorsque cela permet un gain de cohérence et d'efficience. Donc là, c'est des gros mots, mais je veux dire, il y a peut-être des transferts de compétences à la Confédération qu'il faudrait peut-être à un moment donné envisager si on est effectivement dans une situation d'urgence et de crise. Mais essayons pas de déléguer dans l'urgence les choses. Essayons d'organiser ce transfert de manière intelligente et pragmatique et réfléchie en direction éventuellement du centre. Et puis favoriser la coopération, la coordination transterritoriale plutôt que la concurrence. Moi, je ne crois pas qu'en mettant en concurrence les territoires institutionnels, on va rendre la transition énergétique plus rapide. Ça, alors, c'est une conviction intime, je ne peux pas le démontrer scientifiquement pour l'instant, mais les éléments empiriques que j'observe me montrent que je ne vois pas tellement de signes dans cette direction-là. Et puis examiner systématiquement la cohérence entre les politiques sectorielles tout au long des cycles de politique publique. Et là, je pense que les législateurs et les juristes ont un énorme travail, notamment la légistique matérielle prospective. C'est se poser la question, quand on met en place maintenant des nouvelles règles, est-ce que mes nouveaux instruments, subventions, RPC, etc., est-ce qu'ils sont coordonnables ou coordonnés avec les autres instruments des politiques publiques des autres secteurs? Et pour moi, la capacité du fédéralisme suisse à coordonner efficacement les 3 dimensions de la régulation, elle va dépendre de la qualité du dispositif d'encadrement de la gouvernance par les subventions. On ne peut pas se contenter de mettre l'argent sur la table. Il faut maintenant organiser cette allocation de manière beaucoup plus cohérente et surtout priorisée à partir de critères et de principes lisibles, compréhensibles et cohérents. Et puis, donc, c'est l'hypothèse du retour des instruments de planification, de concertation et de compensation, sans parler d'une dictature administrative centrale. Mais j'entends, la planification, ça peut prendre différentes formes. Il y a des formes plus ou moins contraignantes et plus ou moins autoritaires de planification. On n'est pas derrière planification, ce n'est pas l'Union soviétique qui revient. Mais probablement qu'il va falloir repenser ces manières de faire. Et puis, la pertinence de capitaliser sur les expériences accumulées dans d'autres secteurs de la politique énergétique. L'hydroélectricité, le nucléaire, même si on a décidé de l'abandonner maintenant, c'est quand même des sources d'inspiration qu'on devrait revisiter. On a été au XXe siècle capable de construire des barrages
hydroélectriques parmi les plus importants du monde. On a noyé des vallées. Aujourd'hui, c'est devenu du patrimoine industriel suisse. On en est fier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de résistance à l'époque, mais on a trouvé des systèmes sociaux, économiques et politiques pour les rendre acceptables. Les centrales nucléaires, la même chose. Donc on a été capable de construire des infrastructures massives et majeures avec des impacts sociaux et environnementaux importants au XXe siècle. Et au XXIe siècle, on n'est pas capable de faire plus que 40 éoliennes. Et ça devrait quand même faire un petit peu réfléchir sur quelles sont les clés de succès de l'époque. Voilà. Je m'arrête là, je saute sur le dernier slide qui est trop compliqué. Merci et désolé pour mon... On va quand même prendre le temps d'une ou deux questions. Oui, monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour. Jonathan Massonnette de l'État de Fribourg. Un grand merci déjà pour votre intervention. Une question très simple. Est-ce que, peut-être dans le cadre de vos travaux, on a quelques informations sur le modèle autrichien Miracle? Alors, je suis désolé de vous décevoir. Je vous ai dit que c'était un peu une arnaque, mes compétences sur l'analyse des politiques énergétiques. Alors, je connais un tout petit peu quand même le cas suisse, mais le cas autrichien, je dois vous avouer qu'il y a aussi un système fédéral, par ailleurs. On a, dans notre projet de recherche là, qu'on a mené, on s'est concentré sur le cas suisse. Donc, alors, il y a des conflits aussi tout à fait importants dans d'autres pays. On a regardé un peu le cas du Québec, Canada, mais c'est quand même assez différent dans le sens où la densité démographique elle est sans comparaison. Et puis là, on a un opérateur électrique, Hydro-Québec, qui est surpuissant et qui il fait un plan sectoriel à lui tout seul, si vous voulez. Donc l'éolien, on va dire québécois, il s'explique par ça, le succès. Les cas français, on est souvent sur de l'offshore, ça pose d'autres problèmes, mais les formes de résistance sont différentes et moindres. Voilà, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, malheureusement. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des éléments là-dessus. Oui, monsieur. Ça date. Madame Monod, ce matin, a parlé de stratégie et de vision. Quand M. Schneiderman, c'est un peu vieux maintenant, mais quand M. Schneiderman a été élu au Conseil fédéral, une demi-heure après son élection, il a réussi à expliquer à un journaliste en direct à la radio qu'il n'était pas un visionnaire. Mes illusions ont duré à peu près une demi-heure. Est-ce que... c'est bien joli de vouloir faire des plans de développement, des plans d'action, des tables rondes, des gouvernances par les subventions, etc. Mais est-ce que quelque part dans ce cher pays, quelqu'un a une vision, une stratégie, une compréhension en fait des besoins futurs élaborés, je ne sais pas, à plus de 4 ans, peut-être un peu plus long terme. Est-ce que c'est pas là finalement le problème? J'ai l'impression que tout part dans tous les sens. En fait, c'est un peu pour moi, le résumé de cette journée de discussion, en fait, il n'y a aucune vision, aucune stratégie, aucune compréhension du besoin à l'interne. Et les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui ne sont pas capables de produire cette vision qu'on aimerait avoir. Alors, moi, je suis certain qu'on a toutes les compétences nécessaires pour repenser ce secteur de politique publique. Je pense qu'on a, au niveau des administrations, au niveau de l'Office fédéral d'énergie, au niveau des administrations cantonales surtout, je pense qu'on a des excellentes compétences avec des gens qui peuvent avoir des visions. Le problème, c'est qu'on n'a pas, si vous voulez, les procédures qui permettent à ces visions d'être traduites dans des réformes politiques, juridiques, administratives qui iraient en direction d'une meilleure coordination, quoi. Tant qu'on est dans une logique, à mon avis, de plus de concurrence et d'émulation uniquement, je ne dis pas que l'émulation n'est pas bonne et que la concurrence n'est pas bonne, mais à certains moments, peut-être que la coopération elle est plus performante. Mais là, il faut changer un peu le logiciel, quoi. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un processus, si vous voulez, c'est un phénomène qui est très transversal dans tous les différents secteurs de l'action, domaines d'action publique, et on est un peu prisonnier de cette logique. Si on regarde les stratégies tout à fait cohérentes, mais je veux dire du canton du Valais qui va maintenant essayer de capter le maximum de rente de manne fédérale avec ses parcs solaires,
Oui, bah, ça peut avoir une certaine efficacité s'ils arrivent à le réaliser, mais peut-être qu'on serait beaucoup plus efficace si on avait une vision un peu plus coordonnée à l'échelle nationale et surtout aussi également, à mon avis, au niveau international. Je veux dire, on ne va pas régler le problème de la garantie de l'approvisionnement de l'énergie en Suisse avec uniquement un focus sur la Suisse. Ça ne marchera pas. Ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Donc, il faut là une coordination aussi à l'échelle internationale, à mon avis. L'espace fonctionnel de l'énergie, il est continental. Hein. Il n'est pas cantonal. Merci. Les cantons jouent un rôle important, mais dans l'opérationnalisation, la traduction de ces choses. Eux, ils ont la compétence territoriale, ils connaissent leur territoire. Mais la vision, elle doit être au-dessus, à mon avis. Merci beaucoup. Je dois malheureusement clore le débat, passer au prochain intervenant, mais vous connaissez et vous n'êtes pas loin pour en discuter ensemble après, entre anciens directeurs de thèse. Merci Stéphane.